bonjour à tous. Je vais vous parler des raids aériens du capitaine Goulette. Au départ, je pensais m'en tenir aux raids effectués sur Madagascar, puisque c'est mon sujet de prédilection. Et puis Dominique a proposé, et ça me paraissait intéressant, d'y rajouter les autres raids que Goulette avait fait. Donc ça va être à deux voix. Je parlerai des 3 raids de Goulette sur Madagascar. Ce sera de loin la plus grande partie de la présentation. Et puis, avant d'arriver au deuxième raid, Dominique prendra la parole pour parler de ceux vers Téhéran et Saïgon. Alors, la période est relativement courte, hein, c'est de 1929 à 1932. On rappelle que les colonies étaient très, très éloignées, qu'après la guerre, il y avait un nombre important d'aviateurs aguerris en France, et pour joindre les colonies, diverses routes qui étaient attestées. Donc, je passerai très vite là-dessus. Une première liaison France-Madagascar a été réalisée en hydravion. J'ai eu l'occasion de vous en parler lors d'une précédente réunion. Au départ, c'était Guilbault qui était le chef de mission, mais comme son avion a été immobilisé à Lokoja, c'est Bernard et Bougot qui ont continué. Très peu de temps après, une deuxième liaison a été réalisée, cette fois-ci en avion, par Dagneau et Dufer, de novembre 26 à février 27. Et là, j'avais présenté à l'époque une carte relativement rare du voyage de retour qu'il avait fait de Majinga à Tananarive sur une ligne interne qu'il avait testée après être arrivé à Madagascar. Et Marcel Goulette, donc le voilà, il est né en 1893, voilà le capitaine. Alors l'homme, il est né dans les Vosges, c'est un Gazard qui était diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Nancy. Pendant la guerre, ça a été un véritable héros. Il a été cité 7 fois, dont une fois à l'ordre de l'armée. Il a été gazé 5 fois. Il en a d'ailleurs gardé une faiblesse pulmonaire tout au long de sa vie, et il a été donné 3 fois pour mort. Comme il voulait continuer à combattre, il a réussi à se faire verser dans l'aviation, et il a passé son brevet de pilote de guerre, mais malheureusement, juste au moment où la guerre s'est terminée. Et il a été donc versé dans la réserve comme capitaine. Son projet, c'était, même si ça n'était pas très, très prégnant, de créer une ligne postale France-Madagascar. Et il se proposait de réaliser le trajet en 10 jours, en allant même jusqu'à La Réunion, par étape d'environ 1000 km. Mais il lui fallait beaucoup d'argent. Donc pour le financement, il a fait feu de tout bois et fait preuve d'une assez grande ingéniosité, puisqu'il a trouvé de l'aide auprès des constructeurs, Farman et Samsung. Il a également reçu le soutien d'un quotidien qui lui a apporté des contrats publicitaires et même des subventions du ministère des colonies et de Madagascar. Au besoin en leur tordant un petit peu le bras, notamment le gouverneur de La Réunion. Et le ministre des Postes avait également accepté que ce voyage constitue une liaison postale vers l'AOF, le Congo, la Rhodésie du Nord, le Mozambique, Madagascar, la Réunion, Maurice, bref, tout le trajet qui était prévu. Et le courrier était marqué par avion, liaison France-Madagascar, Réunion, Maurice. Un décret d'ailleurs avait fixé les conditions de tarification qui étaient particulières. Alors là, pareil, c'était un Farman 190, doté d'un moteur de Samsung de 230 chevaux.
Pour l'avoir, Goulette s'est fort endetté puisqu'il il a acquis sur sa propre denier. L'avion avait été équipé de manière spéciale avec des réservoirs d'essence de 670 litres au total, répartis dans les ailes et dans la cabine, et beaucoup de transformations. Je ne suis pas un technicien, mais il y avait un réservoir d'huile spécial, une hélice métallique au lieu d'hélice en bois, magnéto, des démarreurs, bougies, amortisseurs, freins et pneus des meilleures marques. Bref, il avait bien équipé son avion. Alors, l'aller vers Madagascar s'est effectué. Ça a été sa première tentative en octobre 1929. Voilà donc Goulette, Marcheseau et Bourgeois qui ont décollé du Bourget, donc le 17 octobre 1929 à 6h17. Marcheseau, Goulette et Bourgeois. Alors, le trajet, 17 octobre, ils ont fait le trajet du Bourget jusqu'à Los Alcaldares en Espagne. Puis, le lendemain, ils sont allés ils devaient aller jusqu'à Regan, mais des problèmes les ont amenés à s'arrêter à Xabi, après 950 km de vol. Ensuite, ils ont réussi à rejoindre Regan. Alors, il se peut, parce que je n'ai pas mis à jour toutes les cartes, qu'il y ait un N final intempestif à Regan. Donc, si vous le voyez, ne vous inquiétez pas. Vous voyez le cheminement sur le trait vert. Ouais. Ensuite, Regan, Gao, Niamey, une assez longue étape de 1150 km. Niamey, Zinder. Alors, quelques péripéties qui sont arrivées au cours de ces premières étapes. Donc la piste avait été perdue après Colombéchard, donc il s'était arrêté à Xabi, comme je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. L'arrivée jusqu'à Niamey n'a pas posé de problème. Et ensuite, après Zinder, Fort-Lamy, puis Fort-Archambault. C'est un chemin relativement classique qui avait été plus ou moins suivi déjà par Bagno et qui sera repris par beaucoup de pilotes par la suite. Alors, après ça, le Farman fait escale à Bangui et il termine son étape à Coquillateville, au Congo, où, après avoir évité les tornades, il s'est posé sur un terrain de la Sabena. Repartant le lendemain matin, il a suivi le fleuve Congo jusqu'à Bandundu. Puis, il a remonté le cours du Kassai en passant à Port-Franqui avant de ravitailler à Louébo. Et une tornade les a obligés à s'arrêter à Kanda sur un ancien terrain de secours de la Sabena, envahi par les termitières, à côté, à une quinzaine de kilomètres de Kanda. On a un courrier pour Libreville, qui est ici une carte qui est auto-adressée de M. Charval, pharmacien de Clermont-Ferrand. L'acheminement probable, c'est la remontée le 14 octobre jusqu'à Paris pour remise à l'avion de Goulette, puisque ça venait de Clermont-Ferrand. Déposé le 23 octobre à l'escale de Coquillateville, puis transport par les postes belges jusqu'à Léopoldville, et ensuite par la Sabena,
avion jusqu'à Boma-Matadi. On a le cachet de Matadi. Et de là, les bateaux belges de la ligne Boma-Anvers leur laissaient à Libreville au Gabon, avant qu'elle ne soit retournée en envoyeur par voie maritime. Elle est affranchie à 4,50 francs, qui représentait 50 centimes de port, la carte ayant été tarifée comme une lettre, avec 1 franc de recommandation et 3 francs de surtaxe aérienne. Alors la surtaxe aérienne, je suis passé un petit peu vite tout à l'heure, mais elle dépendait du chemin parcouru. Elle était en plus de tout ce qu'il fallait payer comme affranchissement, elle était de 3 francs par 10 grammes jusqu'à l'Afrique équatoriale, puis ensuite 5 francs si elle allait jusqu'au Congo, 8 francs si elle allait jusqu'en Rhodésie, 10 francs si elle allait dans les colonies portugaises, 12 francs, et ça on le verra assez régulièrement, si elle allait à Madagascar, 15 francs pour la Réunion et 20 francs pour Maurice. Et ce tarif, c'est assez curieux, a été fait spécifiquement pour ce vol. Un décret spécial, c'est assez curieux. En général, on ne fait pas des taxations ou des lois de circonstances, mais là, c'était le cas. Et comment? C'est rien, vous affolez pas. Et ces tarifs, bien sûr, une fois qu'une taxe est établie, ces tarifs seront appliqués pour les autres raids qui seront réalisés sur le même trajet. Cette carte que j'ai en ma possession, je ne l'ai pas vue référencée ni par Collot-Cornu, ni par Saugrun, ni par Muller. Alors, le courrier qui était adressé poste restante a évidemment été renvoyé. Vous avez ici un exemple de l'illustrissime Fouminet, qui a tout au long de la ligne arrosé pour pouvoir constituer sa collection. Donc, il est envoyé à la poste restante à Boma, évidemment retourné à l'expéditeur comme il l'avait lui-même demandé. L'affranchissement donc est à 8 francs, 5 francs de surtaxe aérienne pour le Congo belge, 1,50 de recommandation. Déposée à l'escale de Coquillateville. Elle a été transportée jusqu'à Léopoldville et ensuite à Boma, où l'on trouve le cachet, voilà, le cachet de Boma. Et ensuite, retour à l'envoyeur, évidemment, par la voie maritime. Alors, nous sommes arrivés donc jusqu'à Kanda. On continue. Le 25 octobre, c'est Kanda Elisabethville. Et l'équipage a pu redécoller de là où il était pour se poser à Elisabethville au bout de 750 km, et il en est reparti le 26, malgré une tornade contre laquelle Marchesso s'était battu pendant plus d'une heure. Et il finit par atterrir à Broken Hill. Quand il repart pour survoler le Mozambique jusqu'à Kéliman. Alors à Kéliman, l'avion a dû atterrir vers 15 heures sur un marais du Zambèze, d'un bras du Zambèze, qui était heureusement asséché parce qu'il n'avait pas trouvé de terrain d'atterrissage. Quelqu'un devait allumer du feu pour signaler la piste, mais son bœuf ayant été attaqué par un lion, il avait préféré s'enfuir, ce qu'on peut comprendre.
Donc, avant de rejoindre le terrain officiel, ça a été un atterrissage véritablement de fortune. Et alors, le 27, est-ce que je suis... Ah non, voilà. Je vous montre, puisqu'on est au Mozambique, des courriers pour le Mozambique. Toujours l'inénarrable Fouminé. Donc là, c'est un courrier oblitéré du Bourget pour Mozambique, signé Goulette et Marchesso. C'est beaucoup plus rare la signature de Marchesso, on ne la voit pas beaucoup. C'est effectivement beaucoup plus rare. Et j'ai rarement vu celle de Bourgeois. Affranchissement à 13 francs, puisque c'était 10 francs de surtaxe aérienne pour le Mozambique. Probablement laissé à Kéliman lors de l'escale du 26 octobre, puis transporté par la poste locale à Mozambique, qui est une petite île en fait un peu au large de la côte. Et retourné ensuite, bien sûr, à l'envoyeur pour qu'il continue sa collection. Alors donc, nous arrivons à Kéliman. Voilà. Maintenant, nous sommes le 27 octobre et il reste à faire le trajet Kéliman, Majunga, Tananarive, 1600 km. Ce qui est fait sans encombre. À Majunga, il y a un arrêt avec un ravitaillement. On verra que du courrier a été déposé. Et donc, un record vient d'être établi, et il sera battu plusieurs fois sur la liaison Paris-Madagascar. 12 400 km ont été parcourus en 23 étapes sur 10 jours, 8 heures et 40 minutes, à une vitesse moyenne de 156 km par heure pour le vol. Néanmoins, l'itinéraire n'est pas original, il reste très voisin de celui que Dagno avait suivi 2 ans plus tôt, et le record sera rapidement battu quasiment la semaine d'après par l'équipage Bahir et Géniancy Marceau. Alors, à l'arrivée à Tananarive, à vrai dire, je ne suis pas absolument sûr que cette photo soit de Tananarive, mais ça pourrait. En tout cas, elle est belle. On voit bien l'avion, des gens derrière qui peuvent passer pour des malgaches. Alors, le courrier emporté par Goulette, pardonnez-moi la faute, il y avait ce qu'on appelle des plis témoins, on en parlera 2 minutes. Il y a du courrier qui a été laissé à Majunga, qui a ensuite été distribué dans le nord de Madagascar. Il y avait du courrier pour la Réunion et il y avait du courrier pour Maurice. Le courrier qui a été traité à Tananarive, pardon, pour Tananarive même et pour la distribution dans les autres parties de Madagascar, et puis d'assez nombreux courriers philatéliques. Alors, les plis témoins, c'est en fait des sortes de plis que les pilotes se sont adressés tout au long de la ligne pour pouvoir eux aussi marquer les étapes. L'inconvénient, c'est que l'affranchissement est souvent erratique. Il y a par contre des oblitérations intéressantes. Sur celle-ci, c'est un envoi de Paris le 18 octobre, donc au départ de l'avion, de Goulette, pour lui-même, d'abord à Gao, puis Niamey, puis finalement Fort-Lamy. En fait, cette lettre est arrivée jusqu'à Majunga et Tananarive, puisqu'on trouve les cachets donc, de Majunga ici et Tananarive.
Et elle a reçu au passage des cachets de transit de Gao, Niamey. Il doit y avoir Zender aussi, donc Niamey, Zender, Gao. Fort-Lamy, Coquillateville, Elisabethville, et elle était destinée à l'île Maurice. Elisabethville et Kéliman du Mozambique. L'affranchissement initial à 4,50, il était notoirement insuffisant, puisque normalement, là, elle était arrivée jusqu'à Tananarive, ça aurait dû être à 13,50, ou au moins taxé à l'arrivée à Tananarive. Et puis au passage, un affranchissement de 1 franc a été fait à Fort-Lamy. Un autre de 75 centimes a été fait à Fort-Archambault. On le cherche. Ainsi qu'un timbre de 1 franc belge à Coquillateville et de 1 penny en Rhodésie du Nord. Sans doute à Brocanville, malgré l'absence de CAD, et puis un complément également de 80 centavos à Kéliman. Donc c'est pour ça qu'on les appelle plis témoins, parce que ce n'est pas vraiment des plis de correspondance classiques. On doit ce magnifique exemplaire à Philippe van der Eden, qui a bien voulu, pour faciliter et enrichir cette présentation, prêter un certain nombre de documents. On en retrouvera plusieurs au fil de la présentation. Comme autre pli témoin, on a celui-ci, qui est lui non pas du départ de Paris, mais de Fort-Archambault, signé Marchessault et Goulette. Le CAD de Bangui, mais on trouve également donc Fort-Archambault, Brocanville, Bangui, Coquillateville, Elisabeth. Également, grâce à l'amabilité de Philippe van der Eden. Alors, arrivé à Majinga, puisqu'il y a eu une escale, du courrier a été déposé pour distribution ultérieure. Alors, là, je n'ai pas le verso, mais je présume que ce courrier a été déposé à l'escale de Majinga, où il a été ensuite probablement acheminé sur Diego Suarez vers le 5 novembre par le Bernardin de Saint-Pierre des messageries maritimes. L'affranchissement normal à 12,50 puisqu'il n'y avait pas de recommandation. Et également, pardon, un autre courrier déposé à Majinga. Celui-ci, c'est un envoi de Maison Alfort du 14 octobre pour Diego Suarez. Il a été déposé à Majinga le 27 octobre. Là, on a clairement l'oblitération de Majinga. Et il est arrivé le 5 novembre à Diego Suarez. Diego Suarez est arrivé le 5 novembre par le Bernardin de Saint-Pierre que je mentionnais tout à l'heure. Alors, affranchi en excès à 13,65 au lieu de 12,50, puisqu'il n'a pas de recommandation et que le port était ça aurait dû être 13,50 au maximum avec recommandation. Avec du courrier, monsieur. Je ne sais pas l'éliminer, ce conduit. Pardon? Oui. Bon. Alors, le destinataire étant inconnu à Diego,
La lettre a été retournée à l'expéditeur. On a le tampon circulaire de la province de Diego Suarez, probablement par voie maritime. Sans doute, j'arrive pas à lire parce qu'il me manque. Je m'excuse de vous couper, monsieur Monterrey, mais je possède cette lettre. Alors, c'est pour ça que je suis tout surpris de la voir dans votre présentation. Pour une raison très simple, c'est que vous avez dû l'acheter sur un site Ah, d'accord, ok. d'où je l'ai scanné. D'accord, ok. Félicitations, bel achat. Ouais, non, mais j'étais tout surpris de la voir dans votre présentation, c'est pour ça. D'accord, ok, excusez-moi. Ah non, mais c'est bien le problème. C'est-à-dire que je ne peux pas vous citer comme propriétaire car je ne sais pas qui l'a acheté. D'accord, non, mais c'était curieux de la voir ici, quoi, c'est pour ça. J'espère que vous l'aviez identifié de la même manière. Oui, tout à fait, oui. Exactement ça, oui. Donc pour moi, c'est le Chambord qui a dû prendre cette lettre pour la ramener à Marseille. D'accord, ok. Oui, il faut dire que eBay et Delcamp sont d'immenses pourvoyeurs de Oui, scans, tout à fait. et nous ne les remercierons jamais assez. C'est une jolie lettre d'ailleurs. Hein. Oui, très belle. Très belle, qui méritait de commentaires, c'est pour ça que je me suis un peu appesanti dessus. D'accord. Alors, parmi d'autres courriers déposés à Majinga, peut-être qu'un des participants va reconnaître sa collection. Il y en a une donc qui a été adressée à Antala. Antala, c'est une ville de la côte nord-est, petite ville, mais c'est la capitale de la vanille dans Madagascar et le premier producteur mondial. Elle y est arrivée, donc elle a été en transit à Majinga. Elle est arrivée à Antala le 13 octobre, affranchie à 13,50 et le prix normal qu'on occupe de la surtaxe et de la recommandation. Un bel affranchissement avec des caisses d'amortissement. Enfin, Oui, oui, avec des compléments de prix, etc. Mais le juste prix. Parfois, ces affranchissements sont en excès. Donc, la lettre a dû remonter sur Paris par l'ambulant, prise au Bourget de la viande goulette le lendemain, puisqu'elle venait de Marseille. Déposé à l'aéroport de Majinga lors de la courte escale, transité le 5 novembre par un lieu qui semble être Diego Suarez. On a vu d'autres courriers précédemment venant de Majinga et qui touchaient ce port le 5 novembre. Et de là, le courrier pouvait être acheminé par le service postal pédestre qui prenait 8 jours jusqu'à Antala, soit par un bateau côtier, le Persepolis à l'époque, qui desservait la côte est. Et bien que l'expéditeur et le destinataire aient le même nom, il ne semble pas, au vu des cachets et tout, que ce soit une lettre filatée. Alors, tiens, c'est la même, donc là, il y a un doublon, on va passer vite. Alors, outre le courrier donc laissé à Majinga, il y a le gros du courrier qui a été laissé à Tananarive. Parmi le courrier pour Madagascar, j'ai essayé de prendre pas tant ce qui était pour Tananarive, mais plutôt des destinations un petit peu particulières. Donc là, on a la ville d'Imeri-Mandjus, qui est près de Mbatun-Jazak, qui est à 200 km à peu près au nord-est de Madagascar, qui est au bord d'un lac qui est le grenier à riz, le lac Aloutre, qui est le grenier à riz de Madagascar. Cette lettre du 15 octobre 29 est arrivée à Tananarive. On doit voir Tananarive ici, voilà.
le 27. Il y a une trace du CAD au verso. Elle était à destination à Immanuel Mandjous le 30. Affranchissement à 13,50 avec une jolie vache qui rit. Et finalement, le destinataire l'a retourné à l'envoyeur le 6 novembre, ce qui a entraîné un nouvel affranchissement de 1,50 franc, 0,50 franc plus 1 de recommandation. Et la lettre est transitée par Mouramang, où l'on a un CAD, voilà, ici, Mouramang, du 7 novembre, a été remise au service passal du train. Mouramang est le nœud ferroviaire où se croisaient les trains qui allaient vers Tamatave et ceux qui remontaient vers Amato-Blazak. Et elle est arrivée le jour même à Tamatave, où le Chambord l'a prise le 12 novembre pour l'acheminer jusqu'à Marseille. Entre courrier, avec celui-là oblitéré de Paris, PLM du 16 octobre, pour une personne du service de chemin de fer à Malacar. Malacar étant une ville de la côte Est, qui n'était pas encore tout à fait à l'époque reliée par chemin de fer. Il devait être en cours de construction, le chemin de fer FCE, Fialaransu côte Est, qui avait son terminus à Malacar. L'affranchissement est à 12,50. Alors, après le courrier témoin, celui de Majorca, les quelques destinations particulières à Madagascar, je vous propose du courrier philatélique. Donc, là, une lettre adressée à M. Goulette, à Tananarive, du ministère de l'Air. CAD Bourget-Banlieue, arrivé à Tananarive. Au recto, mention tapée à la machine, liaison France-Madagascar, Réunion Maurice, puisqu'à l'époque, on pensait qu'il irait jusque-là. Affranchissement à tous, 150, il n'y a pas de recommandation. Et bien sûr, tout le courrier qui était adresse des postes restantes a été renvoyé illico. On retrouve notre cher... non, j'en ai une autre de Fouminé, mais pour changer un peu, je vous ai mis M. Antos, poste restante à Tananarive. C'est un envoi de... Oui. Il devait être jumeau de Fouminé. C'est un envoi de Grenoble du 15 octobre pour Tananarive via Paris. L'affranchissement correct à 13,50. Alors, en principe, une taxe, étant donné que c'est un courrier envoyé poste restante, une taxe aurait dû être de 30 centimes, aurait dû être appliquée à Tananarive. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'elle était peu appliquée, cette taxe de poste restante. Elle a été renvoyée à l'expéditeur, donc il n'y a pas pu y avoir de taxe de poste restante à l'arrivée. Et pourtant, je vous verrai sur une autre, je crois que c'est dans un pays, il y a eu une taxe appliquée. Ceci dit, à partir du moment où elle est adressée poste restante, si elle y reste, oui. De toute façon, il demandait, parce que je dois avoir la version derrière, là, il demandait à la retourner dans les 5 jours, ce que n'a même pas fait la Poste, puisqu'elle a retourné le courrier immédiatement et elle a été prise par le général Boiron, qui touchait Tamatave le 30 octobre, et elle était à Marseille le 29 novembre. Donc, en fait, elle a même pas attendu poste en restante, on n'a même pas attendu que M. Antos arrive, on n'a même pas attendu les 5 jours, ça a été renvoyé. Alors, voilà pour Madagascar. Il reste que le vol était prévu pour aller ensuite à La Réunion et après à Maurice.
La Réunion était le but vraiment ultime du voyage, parce que Maurice, c'était quand même en filigrane. Néanmoins, Goulette est tombé malade. Entre-temps, Bailly, Régidency et Marceau, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient battu le record. Alors, on fait une reconnaissance à Tamatave pour voir un petit peu s'il est pour le cas où il serait nécessaire de se replier soit à l'aller, soit au retour sur une ville intermédiaire que Tananarive en cas de problème lors de la liaison. Donc ça, c'est une reconnaissance à Tamatave avant le départ à Saint-Denis. Alors à la Réunion, donc on prépare le retour. Ça, c'est peu dans les documents. Donc, l'équipage part de Madagascar, arrive au Nimam, qui est l'ancien aéroport qui se trouve à l'ouest de Tananarive. Et le 26, il décolle à 5 heures du matin pour Saint-Denis, avec 2 kilos de courrier pris à Madagascar, sans surtaxe aérienne. Quant au courrier qui était emporté depuis Paris et destiné à la Réunion, il avait été, pour une grande partie, transporté début novembre par le paquebot régulier, car on l'avait déposé à l'escale de Majinga. Pour ce parcours au-dessus de l'océan, qui se fera à vue, sur une très très longue distance, Maurice Goulette avait porté le rayon d'action du Farman à 1700 km grâce à un réservoir supplémentaire, de manière à pouvoir faire demi-tour en cas de problème. Et également, il a obtenu un paquebot des messageries maritimes, en l'occurrence l'explorateur Grand Didier, se place sur le trajet de l'avion pour pouvoir éventuellement le guider. Et ça n'a pas été inutile du tout parce que avec le temps qu'il faisait, le brouillard, l'immensité de l'océan, l'équipage ne savait plus très bien où il était. Et en fait, il s'est repéré grâce à la fumée blanche qui venait de l'explorateur Grand Didier, ce qui a permis donc d'arriver à Gilo, l'aéroport de Saint-Denis. En fait, ce n'était pas vraiment un aéroport à l'époque, puisque jamais aucun avion ne s'y était posé. C'était un champ, une terre qui appartenait à un nommé Gilo. Et c'est là que sera construit par la suite le premier aéroport de Saint-Denis. L'atterrissage n'a pas été facile, il a fallu 3 essais. Et finalement, on a pu atterrir sans trop d'encombre parce que la foule s'est précipitée sur le terrain et a gêné les pilotes. Alors évidemment, tout le monde est ravi. On dit que près de la moitié de la population de Saint-Denis était venue sur place. Tout le monde essayait de toucher le bateau, la Marseillaise, le champagne, évidemment, tout le tremblement. Le 28 novembre, Marcheseau a promené, c'est vraiment le terme, le gouverneur Louis Fabre et l'évêque de Saint-Denis pour leur montrer l'île vue d'avion. Et le raid devait aller jusqu'à Maurice. Mais en fait, il s'est arrêté à La Réunion, ce qui fait que le courrier, ce fameux courrier qui suivait Goulette à la trace, n'a pas été remis et non réclamé a été retourné.
En fait, il a pris et était retourné par l'explorateur Grand Didier. On retrouve il est arrivé à Maurice par le Grand Didier, et comme elle n'a pas été réclamée, évidemment, elle est retournée en envoyeur. En fait, cette lettre, par avion, n'est pas allée au-delà de probablement Saint-Denis. L'infranchissement est à 21,50, puisqu'on l'avait vu, il y avait 20 francs de surtaxe aérienne pour l'île Maurice. C'est la seule que j'ai trouvée. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais je crois que le courrier de ce vol destiné à l'île Maurice semble assez peu fréquent. Robert, tu en as vu une lettre comme ça? Oui, mais comme je te dis, malheureusement, je ne peux rien ajouter à cette magnifique présentation-là. Ce sera pas à la prochaine réunion, peut-être que je pourrai les montrer, si j'en ai. Merci d'avance. Alors maintenant, on aborde le retour. Alors d'abord le retour vers Tananarive, et puis après le retour vers la France. Alors, le retour vers Tananarive s'est passé sans trop de problème. Le Farman a été rebaptisé, il a été baptisé France, Madagascar, île Bourbon. Du courrier a été emporté de la Réunion pour l'Europe. On en a un exemple ici. Une lettre de Saint-Denis pour Paris, avec la mention manuscrite par avion, une lettre Marchessault bourgeois. Un franchissement à 16,50, la taxe pour Saint-Denis et la Réunion étant de 15 francs. Le dos de cette carte que je ne vais pas montrer parce qu'il est vierge. Alors, pour partir vers la métropole, c'est là que les choses vont un petit peu se compliquer, puisque le départ, le 8 décembre 29, a lieu à 1h du matin, avec donc le courrier de la Réunion et celui de Madagascar destiné à la France. Et en traversant le canal de Mozambique, il y a eu des problèmes. Alors, selon les auteurs, les auteurs divergent sur la cause. Toujours est-il que l'avion a dû atterrir d'urgence sur un petit îlot qui s'appelle Juan de Nova. C'est un îlot qui fait partie des îles éparses, dont je vous parlerai peut-être un jour, parce qu'elles font l'objet, à l'heure actuelle, d'un contentieux extrêmement vif entre le gouvernement français et le gouvernement malgache, qui en réclame la propriété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montre quand même où sont les îles éparses. Voilà Madagascar, nous avons Mozambique ici et l'Afrique. Juan de Nova est ici, c'est donc sur la route, quand on vient de Majunga, on survole Juan de Nova pour aller vers Kiliman. Et ça, c'est les diverses îles qui sont revendiquées par différents pays. Alors, le 10 décembre, Goulette, Marchessault rejoignent Madagascar par le paquebot côtier Maréchal Gallieni. C'est un bateau qui dessert le courrier sur la côte ouest de Madagascar, de Diego jusqu'à Tuléar. Et il s'est dérouté vers Juan de Nova, qui n'est pas une escale habituelle puisque l'île est quasiment déserte, pour aller récupérer Goulette et Marchessault, qui ont également pris le courrier et sont donc rentrés à Tananarive via Majunga, puisque arrivé le 16 à Majunga, le courrier a été donné à l'explorateur Grand Didier des messageries maritimes qui touchera Marseille le 9 janvier. C'est pour ça qu'une bonne partie de ce courrier, qui était affranchi avec une surtaxe importante puisqu'il était censé voyager par avion,
est arrivé en fait en France ou dans les divers lieux de destination par bateau et avec des oblitérations du 10 ou 11 janvier. L'arrivée à Marseille étant du 9. Bourgeois, lui, est resté sur place pour préparer une piste d'envol. Après réparation, quand il aurait reçu les pièces de rechange. En fait, il attendra 54 jours tout seul sur une île quasi déserte. Voilà un exemple d'une carte postale qui était destinée à la France, qui était affranchie. Envoyé en recommandé, c'est assez rare, une carte postale envoyée en recommandé. D'Antsirabé, la ville thermale de Vichy malgache, à 120 km au sud de Tananarive. Elle a été récupérée après l'accident du Farman de Goulette à Juan de Nova et transportée par le paquebot explorateur Grand Didier qui arrivait à Marseille. L'affranchissement est à 13,50, tarif lettre et recommandé. Avec la belle étiquette rouge qui, je crois, date de ce premier vol. Tout à fait, et il y a une diapo qui détaillera un petit peu cette étiquette. Cette étiquette-là. Autre exemple, mais là on en trouve quand même beaucoup de cartes. Hein. Celle-ci, elle était de Saint-Denis, affranchie à 1650, mention manuscrite par avion. Et vierge, je l'ai présenté déjà tout à l'heure, et en voilà une autre, qui est de la Compagnie marseillaise de Madagascar, l'une des grandes sociétés d'import-export de Madagascar à l'époque. C'est l'agence de Fianarantsoa, oblitérée de Tananarive où elle a transité, toujours la vignette par avion, et elle aussi, comme beaucoup d'autres, a pris finalement le bateau. Il y avait également du courrier de la Réunion pour l'Europe. Celui-ci était recommandé pour Marseille. Il n'y a pas vraiment écrit par avion, mais on imagine que première escadrille d'aviation, ça voulait dire la même chose. Toujours pareil, bloqué à Juan de Nova, puis ensuite prise par l'explorateur Grand Didier. La particularité de ce document, c'est qu'on a le cachet de l'explorateur Grand Didier, alors que sur toutes les autres, on sait que le courrier a pris le bateau, mais il n'y avait pas d'oblitération particulière au bateau. Et là, on a celle du Grand Didier, qui était le paquebot numéro 6, sur la ligne La Réunion à Marseille. Et il a été appliqué en mer le 16, en fait. J'ai mis le 18, c'est le 16. Encore un autre courrier, qui était de la Réunion pour Paris, 16,50, le tarif réunionnais, suivra le même trajet que le courrier ramassé à Tananarive. Voilà, une présentation intéressante. Encore, celui-là, je l'ai mis tout à l'heure. Alors oui, c'était pour faire un petit zoom sur l'utilisation de la vignette par avion série E131. C'est la première fois que cette vignette a été utilisée à Madagascar. C'est la première mouture de cette vignette faite en 25 000 exemplaires, avec le haut de numéro qui est assez gros et une dentelure sur 3 côtés. Très souvent, il manque soit la dentelure à droite, soit la dentelure à gauche. Mais il y a eu beaucoup de fantaisie dans ces... il y a eu beaucoup de fantaisie dans... Non, bon. Certains plis portent la mention pli accidenté. C'est le cas de celui-ci.
Mais c'est relativement rare, j'en ai pas vu beaucoup. Ça, c'est une lettre d'Anzil qui se trouve sur la ligne de chemin de fer pour Tamatave. Et elle a donc cette vignette avec, vous voyez, le N de numéro qui est plus petit. Il y a un détail un petit peu plus loin. Donc, le O de numéro est soit gros, vous voyez, soit petit et centré, soit petit et en haut. Et j'en ai même trouvé un qui était fauté. Vous voyez, c'est Madagascar. Un V au lieu d'un A. Ou un A renversé. C'est un V, oui. Ça aurait pu être un A renversé, mais c'est un V. En réalité, même si la dentelure est en principe sur 3 côtés, on peut en trouver sur les 4. Il y a eu un certain nombre de fantaisies dans l'utilisation de cette lettre. Et différentes graphies, vous voyez, c'est pas tout à fait l'espace entre les lettres n'est pas le même ici. La grandeur des lettres n'est pas la même non plus. Donc, différentes impressions. Alors, le 23 décembre, Goulette, qui se trouvait à Majanga, descend sur Tananarive, mais retourne à Majanda le 26 parce que les pièces de rechange viennent d'y arriver par le Chambord qui vient de Marseille. Donc, le 27, le navire côtier Maréchal Gallieni, qui a bien voulu se déporter une nouvelle fois, les embarque avec les pieds détachés jusqu'à Juan de Nova. Alors, ils sont porteurs d'une curieuse lettre. C'est une lettre qui a été apportée par le maréchal Gallieni, sur l'île de Juan de Nova, où elle a été légalisée le 28 janvier par le commandant Santiago, qui était le commandant du paquebot. Et il y a également la signature du directeur de l'île, ce qui était un peu pompeux parce que c'était en réalité le gérant de la société qui exploitait le guano sur place. L'affranchissement à 1 franc correspond au 3e échelon de poids qui est peu probable pour ce genre de pli. L'affranchissement original de Majanga avec un timbre malgache. Après, il y a autre chose. On a le CAD d'Aribou Nimam ici, qui est logique, puisque une fois réparé, l'avion a récupéré cette lettre pour la réincorporer à l'autre courrier qui se trouvait à Tananarive avant de rentrer sur la France. Donc cette lettre a fait le trajet donc en avion avec le Farman jusqu'à Aribonimam, l'aéroport, le 4 février, avant qu'elle reparte sur la France, via Kéliman, où elle était passée le 8, avec un complément à 80 centavos, Elisabethville, avec un complément également d'affranchissement. Et puis, on le verra après, parce que l'avion a subi quelques problèmes, et donc on trouvera un timbre belge à 1,50 après le long arrêt en réparation à Elisabethville, et le dernier est de Brazzaville, avec un affranchissement encore supplémentaire à 1 franc. Au total, l'affranchissement est de 2 fois centavos, 1 franc 50 belge et 4 francs 65 français. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond la signature en bas à gauche, à droite? On la voit souvent, cette signature. Celle-ci? Non, de l'autre côté, en bas. En bas à Ça, droite. c'est la signature de Franck Muller. Ah, celle-ci, là, on la voit souvent. Oui, oui. Et je ne savais pas à quoi ça correspondait. D'accord.
C'est Muller qui C'est signait. Muller qui signait comme ça, d'accord. Merci. Très bonne indication qui pourra enrichir les présentations ultérieures. Oui. Alors ça, c'est le verso, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de monde au recto, mais il y en a encore plus au verso. Là, on a le CAD de Fort-Archambault, de Fort-Lamy, encore avec un thème supplémentaire, de Niamey, encore avec un thème supplémentaire, de Gao, puis encore un second de Niamey, quand le Farman a réussi à repartir après un nouvel arrêt prolongé, dont on parlera un petit peu plus loin. Alors, 3 lettres de ce type sont connues d'après les spécialistes. Outre celle-ci, qu'on doit encore, elle est vraiment rarissime, mais c'est un petit trésor à Philippe van der Geen. Il y en a une qu'on trouve dans le livre de Deno, qui présentait dans un ancien bulletin de Colfra un exemplaire adressé à Marchessault au Bourget, oblitéré de Tananarive le 4 février, il n'y avait pas celui de Majinga, mais signé des 3 membres de l'équipage et portant des cachets d'arrivée à Paris. Donc, ces lettres sont intéressantes, mais difficiles à interpréter quant à l'affranchissement. Alors, énorme déconvenu au retour. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Après réparation, l'avion rejoint Ivo Limam le 1er février, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et il a emporté cette fameuse lettre. Après révision, on décolle de Tananarive le 6, à 1h du matin pour l'Europe. On fait escale à Kéliman, voilà, où l'on prend le courrier pour le Portugal. Et le 7 février, on est à Elizabethville. Tout se passe bien, sauf que le 8 février, le décollage est manqué, l'hélice est cassée, et il faut attendre plus d'1 mois à Elizabethville. Donc, on ne sait pas très bien si le courrier va pouvoir repartir rapidement. Une partie est acheminée par la poste belge jusqu'à Boma, puis par voie maritime sur Anvers, où il arrive mi-mars. Et le reste attendra la réparation de l'avion. Un long arrêt à Elizabethville. Il y a du courrier d'Elizabethville. J'en ai un, donc j'ai fait appel à nos collègues belges pour voir de quoi y retourner, mais je ne suis pas totalement à l'aise avec les commentaires. Voilà, une lettre qui est oblitérée d'Elizabethville le 7 février, et normalement, elle aurait dû partir rapidement par l'avion de Goulette pour la Belgique. Du coup, mais il se trouve que, comme l'avion était en panne, le départ a été reporté, un départ fixé au 19 mars par suite d'avarie, comme l'indique la grille. Donc, dans le doute sur le transport, l'affranchissement est resté à 2 francs 50 belges, c'est-à-dire 1 franc de port, d'après ce qui m'a été indiqué pour le Congo belge, et 1 franc 50 de surtaxe aérienne. Néanmoins, elle a quand même pris, avec énormément de retard, l'avion de Goulette, et elle arriva à Glons, près de Liège, le 5 mai. De là, elle a été réexpédiée vers Elizabethville avec la mention manuscrite Cape Town, qui doit se trouver ici, via Cape Town. Et les tampons avion et par avion ont été biffés. De Glons, elle est partie en recommandé, ce qui a donné lieu à un nouvel affranchissement à 1 franc 75, apparemment insuffisant parce qu'il aurait dû être de 2 francs 25, 1 franc de port et 1 franc 25 de recommandation. Voilà un document également assez original. Elizabethville en a également d'autres courtiers. Alors, oblitéré d'Elizabethville avec des
timbres du Congo belge, mais également des timbres français. Nous avons là une lettre pour la famille Goulette, timbrée à 1475, qui a été oblitérée à Élisabethville. Le courrier n'étant pas recommandé, l'affranchissement aurait dû normalement être de 13 francs 25. Il semble donc que le timbre de 1,50 franc qui est au verso, celui-ci, là, enfin, voilà, celui-ci était paraît donc superflu. Timbre, enfin, il y a un timbre qui paraît, non, il n'y a pas de timbre de 1,50 franc. 50, 70. Bref, l'affranchissement est excessif. Ah oui, c'est celui-là qui était excessif. 50. Bref, je me retrouve plus. Et au verso, il y a des affranchissements complémentaires et des CAD de Brazzaville, Fort-Archambault, Fort-Lamine, Niamey, Gao. Également, très beau document de Philippe Van der Hagen. Là, c'est une lettre de Louabourg, affranchie à 15 francs 25. Il n'y a pas de CAD de Louabourg, ni celui de Léopoldville. Il y a aussi là, 1 franc de trop, car le poids normal pour la Belgique était de 1 franc par 20 grammes. La surtaxe aérienne belge étant de 1,50. La taxe de recommandation, c'est de 1 franc 75. Il en fallait en plus, en utilisant l'avion de Goulette, à quitter la surtaxe spéciale de 5 francs. Ici, 10 francs compte tenu du poids. Arrivé le 5 mai à Anvers, où l'étiquette de recommandation a été apposée. Autre document, très rare, de Philippe Van der Hagen. Et tous ces plis sont arrivés à Paris le 3 mai. Alors, c'est Oui. le 3 mai à Paris et le 5 à Anvers. Le 5 mai en Belgique, oui. Exact. Ils sont arrivés, on le verra tout à l'heure, par un avion particulier. Alors donc, long arrêt à Élisabethville, dont on finit par repartir quand même pour aller jusqu'à Louabourg et Brazzaville. Nous voilà maintenant à Brazzaville, où on a un courrier. Ça, c'est une lettre qui a emprunté l'avion Goulette, qui a longtemps été immobilisé à Élisabethville, et il était chargé d'assurer la première liaison Brazzaville-Léopoldville-Bruxelles. Affranchissement à 4,50, puisque la surtaxe pour l'AEF était de 3 francs. Au verso, on a le tampon poste de l'EF par avion Capitaine Goulette, Brazzaville-Paris, qu'on retrouvera sur plusieurs pistes. Par exemple, alors celui-ci me pose une énigme que je vais vous détailler. Donc, c'est une lettre du Crédit foncier de l'AIF, postée à Brazzaville. Elle attendait l'avion de Goulette, qui serait arrivé le 8 ou 9 février, s'il n'avait pas été accidenté à Élisabethville. L'affranchissement est à 4 francs au lieu de 3,50. Et il y a une mention manuscrite, évidemment postérieure, arrivée 3 mai 1930 par avion du capitaine Goulette. En fait, vu la date, elle est arrivée par l'avion de Bailly et Revivency qui était parti à la recherche de l'équipage. Mais ce qui me surprend un peu, c'est que il y a là un tampon que je ne sais pas déchiffrer. Par avion, Léo, trait de main, Léopoldville, et après, je ne sais pas. Je ne sais pas lire. Léo. Alors, Léo, j'imagine que c'est Léopoldville, mais j'en suis pas sûr. Non, non. C'est un type d'appareil. C'est un Léo, je ne sais pas combien. Lioré, mais
Mais à ce moment-là, il y aurait Léo Lioré. Est-ce que c'est pas Lioré, justement? Non, ça se ressemble à un O, là. Et alors, si c'est un Léo Lioré, c'est embêtant parce que ça ne correspond à aucun des avions qui a pris en charge ces courriers pour les ramener en France, puisque c'était que des Farman. Des Farman ou éventuellement un Latécoère de Poulain. Donc, je ne sais pas comment interpréter ce tampon. S'il y a des idées, ce sera avec plaisir. Là, c'est un courrier que j'ai trouvé intéressant parce qu'il mentionne une particularité des postes. C'est une lettre oblitérée donc, du 20 mars à Brazzaville, acheminée finalement par un autre avion depuis Gao. Elle est arrivée à Colombes le 4 mai. Ça arrive à Colombes. Et il était affranchi correctement pour ce trajet, avec les 3 francs de subtaxe aérienne et les 0,50 de port. Mais le destinataire, l'ayant reçu, mais réexpédié en le remettant à la boîte aux lettres, le document trouvé à la boîte repartait dans un nouveau circuit postal et la lettre devait donc à nouveau être réaffranchie. C'est ce qui a été fait au double de l'insuffisance et elle a été taxée à 1 franc pour pouvoir faire le trajet Colombes-Vincennes. Puisque la mention trouvée à la boîte était apposée sur les objets déposés à la boîte alors que le dépôt au guichet était obligatoire, soit parce qu'elle était recommandée, chargée ou spécialement tarifée, ou qu'elle était à réacheminer alors qu'elle était sortie du service de poste, donc déjà frappée d'un timbre ou revêtue d'un timbre-poste habituel. Donc voilà, on finit le 22 mars par quitter Brazzaville. On arrive par Coquillateville et Bangui jusqu'à Fort-Archambault. De Fort-Archambault, on part sur Fort-Lamy, on passe par le Nigeria et on arrive jusqu'à Niamey. Et là, rupture de Villebrequin, arrêt d'un mois. Et au bout d'un mois, on finit par repartir de Niamey et un petit peu après Gao, l'avion se perd dans les sables du désert, il est détruit à l'atterrissage, mais l'équipage est indemne. En route pour Gao, attendez, je suis allé trop vite. Faut manier la souris avec précaution. En route pour Gao, Bourgeois croise des toits. Alors, les Marchessault et Goulette restent à côté de l'avion. Bourgeois, lui, va à pied jusqu'à Gao et en route. Attendez, j'ai un problème de stabilisation. Ils croisent des Touaregs qui donneront l'alerte. Le 25 avril, des Goumiers venus de Gao ramènent l'équipage ainsi que le courrier à Gao. Poulain, qui était venu d'Alger en ayant appris qu'il y avait un problème, est venu sur son LT-25, de même que Baillet-Reginensi, qui était parti de France sur leur Farman, et ils se posent à Gao en apprenant le sauvetage de leurs amis. Le 30 avril, Poulain rentre à Alger avec le courrier une partie du courrier pour la France. Il le remet à l'aéropostale qui le dépose à Marseille et de Marseille, il prend l'avion d'Air Union pour Paris. Le 30 avril également, Baillet, Reginensi, Paul de Conserve avec Poulain jusqu'à Colombéchard, puis vont par Meknès et Tanger rejoignent Lisbonne, où ils remettent le courrier pour le Portugal, et ensuite ils rentrent en France par Biarritz, Rochefort. Et ils arrivent à Paris, donc le 5 mai.
avec goulette quasiment ruinée. C'est la fin de la première partie. Alors, avant de repartir sur Madagascar, un raid est effectué sur Téhéran, aller-retour, et je cède la parole à Dominique Petit. Voilà, donc je pense qu'échaudé par son voyage, par le retour difficile qu'il avait eu depuis Madagascar, hop, tu me remets la chose, voilà, parfait. Il récupère un nouvel avion, un Farman cette fois-ci un 197, qui est équipé d'un moteur Lorraine Misard de 230 chevaux. Et cette fois-ci, il fait équipage avec Marcel Lalouette. Marcel Lalouette était un pilote réceptionnaire de chez Farman. Et compte tenu donc des difficultés qu'il a eues au retour, il décide de tester l'avion entre Paris et Téhéran. L'objectif étant derrière, comme vous le verrez après, d'aller jusqu'à Saigon, jusqu'à Indochine. Donc, premier vol en septembre 1930. Il n'y a qu'un aile à l'Alouette, si je ne m'abuse, mais c'est pas grave. Alors, Deux ailes aux alouettes. Comment? Alors, si je peux intervenir, il y a différentes indications, tampons. On voit l'alouette avec un ou deux ailes. On verra plus tard. Moi, j'ai l'habitude de l'écrire avec un L, mais on verra plus tard sur des photos de plis que tu as peut-être mises. Il y a une signature de l'alouette, donc on comptera les ailes de l'alouette, s'il y en a une ou s'il y en a deux. Voilà, donc ils partent le 19 septembre pour tester l'avion. Voilà. Ensuite, bon, le début du vol se passe plutôt pas mal. Il se pose d'abord à Bucarest, à 18h30 heure locale. Il ravitaille et il redécolle juste après pour descendre plein sud. Il traverse la mer Noire, puis la Turquie et bifurque vers l'est en direction de la Syrie. Il se pose à Alep, nouveau ravitaillement, et ils reprennent l'air juste après en direction de l'Iran. Finalement, pour éviter de traverser un massif montagneux, il se pose en race campagne à une centaine de kilomètres de Téhéran le 20. Le 20 septembre, et le 21, le lendemain, ils rejoignent Téhéran en 35 minutes. Voilà, donc c'est un voyage de 5200 km, ce qui est pas mal, qui a été réalisé à une moyenne de 175 km/h, qui est également bonne pour l'époque, dans l'objectif de tester l'appareil. Voilà. Effectivement, pour marquer le succès de ce raid, un lion de Perse est peint sur le capot de l'avion. Alors, je ne sais pas si tu as mis. Donc, les plis, on connaît une cinquantaine de... Voilà l'avion avec son lion de Perse que vous voyez en jaune devant. Donc, on connaît 50 plis, ils ont été numérotés de ce raid. Donc, on voit ici un. Ah oui, là, il y a deux ailes à l'alouette. On vole beaucoup mieux avec deux ailes. Hein. Oui, absolument.
Ok, on va après dans la signature de l'individu plus tard pour clarifier cette orthographe. Mais c'est peut-être moi qui ai tort. Hein, voilà. Donc, j'arrête ce téléphone-là qui sonne de façon impromptue. Hop, voilà. Donc tous les plis que l'on connaît, c'est ces plis sur une enveloppe spéciale préimprimée. Celui-ci, il y a le... Excusez-moi. Voilà le harcèlement téléphonique. Excusez-moi. Oh, on a façon de patouiller. Hein. Voilà, on est au bout. Avec les cachets de la légation française à Téhéran, bon, tous les plis se ressemblent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un autre type de pli. Moi, je connais que ce pli-là, et celui-ci est signé de Goulet. Donc, on a vu l'avion. Bon, voilà. Le retour se passe correctement. Voilà, après une réception, il rentre sur Paris, sachant que derrière, il y a effectivement le raid vers Saigon qui est à l'ordre du jour. Donc, ils en profitent pour effectivement faire démontrer un peu de publicité pour les avions Farman en Europe orientale, pardon. Voilà, tu peux continuer, il y a peut-être d'autres choses. Survol de Bukhari, il se pose à Bucarest et direction Lituanie, Varsovie. Là, tu as mis un L seulement. Oui, parce que je n'ai pas pu tout corriger. Excuse-moi. Et le terrain de Kovno en Lituanie pour une présentation du Farman. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Retour après un passage par l'Allemagne dans des conditions météorologiques un peu difficiles, mais le retour se passe sans problème vers le Bourget. Donc, très peu de temps après ce galop d'essai, c'est un départ pour, cette fois-ci, pour le raid vers l'Indochine, où l'objectif est de battre le record de rapidité qui avait été établi en 29 par Bailly, Reginensi et Marceau. Voilà, donc toujours avec l'Alouette, départ vers après vérification. Donc c'est très peu de temps après, vu que l'objectif est de repartir. Ils partent effectivement le 8 novembre. Donc vérification de l'appareil et on part. On peut y aller. Bon, alors au départ au-dessus de l'Italie, dans le canal après les passages vers la Grèce, ils ont des conditions de pluie difficiles qui les amènent à faire un petit retour vers Brindisi et de se poser à Brindisi pour faire le plein. Donc, ayant le plein fait, alors qu'ils pensaient atteindre Athènes dès le premier coup, ils vont cette fois-ci directement jusqu'à Alep, puis d'Alep. Donc, ils empruntent la ligne, je dirais, qui est ce qu'on appelle la ligne Nogès, donc qui passe par Alep, puis Bassora. Ensuite, après Bassora, c'est Jask, Karachi, voilà. Où ils s'accordent un repos. Après, ils enchaînent les étapes avec un rythme assez soutenu. Ensuite, après Karachi, c'est Allahabad. Ensuite, après Allahabad, ils passent également à Calcutta.
Ensuite, Calcutta, direction Rangoon en Birmanie. Et effectivement, compte tenu du temps difficile, ils atterrissent à Moulmein avant de reprendre en direction de plus à l'ouest, hein. Après Moulmein, c'est direction Bangkok. Et finalement, Bangkok, après Bangkok, c'est la direction Saigon. Donc, ce qu'il faut dire de ce vol, c'est qu'ils l'ont effectué ils vont battre le record de 5 jours. C'est ça, ils l'ont effectué en 5 jours, 3 heures et 50 minutes. Donc 90 km/h y compris les escales, et ils battent le record de Bailly-Régency et Marceau d'également d'à peu près de 5 jours. Une des raisons, c'est pas que la vitesse de l'avion était considérablement plus forte que le Farman 190, mais ils ont pris sur eux pour réduire au maximum les temps de repos qu'ils se sont accordés à chacune des étapes, hein. Donc au total, c'est un gain de 5 jours, donc quasiment divisé par 2 le temps nécessaire pour atteindre l'Indochine, et c'est un nouveau record de rapidité sur la distance. On va peut-être mettre quelques plis. Donc, des plis similaires à ce qu'on avait vu pour le Paris-Téhéran. Alors, cette fois-ci, un seul aile à Monsieur Lalouette. Donc, plis témoins, il en existe quelques, il y en a certains qui sont signés, d'autres ne sont pas signés. Tu peux passer au suivant. Alors, après, arrivé à Saigon, ils se dirigent ils poursuivent leur voyage jusqu'à Hanoï. Arrivés à Hanoï, on leur demande de rentrer sur Saigon. Donc, le vol vers Hanoï a lieu du 19 au 21 novembre. Arrivés à Hanoï, on leur demande de retourner sur Saigon pour... Alors, attends, on va montrer d'abord un pli. Ouais, montre d'abord un des pli plis. d'Hanoï. Donc, effectivement, on connaît quelques plis, enfin, j'en connais assez peu, enfin, ça doit être de ma collection, un pli spécifique depuis Saigon jusqu'à Hanoï. Donc, départ le 19, arrivé à Hanoï le 21. Voilà. Arrivé à Hanoï, on leur demande de retourner sur Saigon pour prendre le gouverneur général d'Indochine, Pasquier, qui, outre le fait d'être un homme à poigne, était visiblement quelqu'un de pressé qui appréciait de prendre l'avion. Et d'ailleurs, ça se terminera assez mal pour lui parce que, comme vous le savez, le gouverneur Pasquier périra dans l'accident de l'Émeraude en 1934. Juste en passant, il y a 2 versions pour ce retour. Et la deuxième, c'est... La première, c'est que il voulait démontrer le potentiel d'une liaison aérienne. La deuxième, c'est que il était déjà retourné à Hanoï et il devait se rendre à Paris de toute urgence. D'accord, bon. Alors, donc ensuite, départ de Biennois, la base militaire de Biennois le 1er septembre pour Bangkok. Rangoon, où effectivement il retrouve Mary Ziltz, on en a parlé dans une autre présentation qui vous avait été faite spécifiquement sur Mary Ziltz, en panne avec son motte Joey 1. Ensuite, le vol retour se passe toujours sur la
sur la même route, hein, c'est-à-dire les escales après Bangkok, c'est Rangoon, Rangoon ensuite c'est Calcutta, Calcutta Allahabad, Allahabad Karachi, Karachi Jask, Jask Bassora, Bassora Athènes, où effectivement un pneu éclaté les retarde, on monte un pneu de voiture et il redécolle pour atteindre, là c'est à Bassora qu'il y a eu l'histoire du pneu, il redécolle pour atteindre Alep, puis Athènes, et ensuite direction la France, où qu'ils atteignent finalement ils se posent d'abord à Marignane, puis au Bourget le 8. Donc le raid a été également fait dans un autre temps record dans le même sens, dans l'autre sens, pas dans le sens depuis l'Asie. Voilà, donc c'est un raid qui a démontré la solidité de l'avion Farman modèle 197. Hein. Donc on connaît différents types de plis. Je sais pas, je pense que tu les as mis après. Voilà. Donc, effectivement, voilà un pli dont l'intérêt est d'être signé par l'Alouette. Donc, effectivement, il semblerait qu'il y ait 2 ailes. Ouais, Deux ailes au U, oui. Ouais, bon, je vais corriger partout où j'ai mis un L à l'Alouette. Donc, effectivement, c'est également une signature assez rare. Hein. Comme la signature de Marchesso. Je ne connais pas beaucoup d'autres signatures de l'Alouette. Le pauvre l'Alouette, d'ailleurs, n'aura pas tellement l'occasion de signer beaucoup d'autres plis, vu qu'il périra en mai 1931 dans un accident d'avion, alors qu'il faisait un raid avec un pilote relativement fortuné qui avait acheté un Farman 251 ou 253, là, je vous dis ça de tête. Donc 231. 231, voilà, tu as raison, dans un raid en Espagne. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quelqu'un a noté raid gouverneur général Pasquier pilote l'Alouette, alors là avec un savet. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est que je regarde sur et que j'arrive à retrouver son acte de naissance, l'acte de naissance de l'Alouette pour clarifier définitivement. Mais enfin, étant donné que lui signait visiblement avec deux ailes, on peut penser qu'il y a bien 2 ailes. La même question se pose avec Assolan, qui est parfois avec un L, parfois avec 2. Effectivement. Voilà une lettre de Hanoï à Paris. Donc voilà une lettre effectivement qui a fait Hanoï, Paris. Donc au verso, il y a je ne sais pas si tu l'as mis, il doit y avoir le cachet d'arrivée le 8 à Paris. Alors il existe un deuxième type de lettre, d'ailleurs qui est mentionné dans l'ouvrage La ligne Noguès, préparé par l'inénarrable Fouminet. Donc je pense que c'est peut-être celle-ci que tu vas nous présenter. Et voilà, oui. Donc ça, il y a une griffe privée qu'on trouve sur pas mal de lettres. Donc retour Goulette, Red Goulette l'Alouette, qui est une griffe privée qui était apposée qui est due à Fouminet, hein, même si ça ne lui est pas adressé. Donc, vous avez les mêmes dates d'arrivée, départ donc de Saigon le 19. Donc, elle a dû faire un tour à Hanoï, comme on le voit là-haut, le 21, et ensuite retour effectivement jusqu'à Biennoa et départ vers l'Europe, arrivée
le 7-12, là, cette fois-ci, à la gare du Nord. Donc ça, typiquement, c'est probablement une lettre qui a été pour le moment déchargée à Marseille et qui est remontée par le train jusqu'à la... Mais je ne sais pas pourquoi la gare du Nord, d'ailleurs. Par l'ambulant, oui. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, cette lettre est destinée à Aubervilliers. Fouminet était un négociant qui se trouvait à Aubervilliers. Oui. Voilà. Donc, une photo connue de Goulette à gauche et l'Alouette devant leur Farman. Et je crois Voilà. que c'est tout. Alors, je voudrais dire aux auditeurs que au départ, j'avais prévu uniquement les raids sur Madagascar. Dominique a souhaité, c'est une bonne idée, y intégrer les autres raids de Goulette. Il m'a passé ces documents que j'ai incorporés à ma présentation. Néanmoins, les documents qu'il vient de voir, il ne les avait pas lus encore. Donc, bravo pour les avoir commentés comme ça au pied levé. Ok, repartons sur Madagascar. En fait, effectivement, on a voulu faire ça pour couvrir la carrière complète de Goulette, qui malheureusement s'arrêtera pour lui en 1932. Donc là, on a l'ensemble des raids de Goulette. Alors là, c'est le deuxième raid, mars-juin 31. Salel, Goulette et Boutillier, ainsi que Richard et son 4 là, décollent le 14 mars 31 à bord d'un Farman qu'ils ont baptisé Roucaillol d'Audemont en mémoire des malheureux qui, quelque temps auparavant, avaient, au retour de Madagascar, s'étaient écrasés dans la forêt congolaise. Monsieur Alfassa, gouverneur intérimaire de l'AEF et passager pour Brazzaville. La voilà au milieu. Et voilà donc leur Farman Caillol route d'Audemont, un moteur Lorraine. Donc Salel, Goulette, Boutillier et puis Richard. Boutillier et Richard. On voit bien, il y en a un qui a une tête de mécano et puis l'autre qui a une tête de radiotélégraphiste. Tout à fait. Alors Et nous, voilà. aérophilatéliste. Voilà Et donc. Palman de chef et le gouverneur Alfassa de chef. Il a fait la guerre de guerre. On voit avec les bottes, voilà. La culotte de cheval, on voit que c'est un chef. Voilà. Alors, cette photo aurait pu être prise n'importe où, n'importe quand, mais la légende qui l'accompagne dit que c'est le Farman 304F Alka en vol vers Madagascar. Donc, celui dont nous allons suivre les péripéties. L'itinéraire suivi, c'est l'Afrique française, belge, portugaise. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait lors du premier raid. Alors, à l'aller, le Bourget, puis Oran, puis Regan, puis Gao. À Gao, panne de moteur. Ensuite, on va à Niamey, Fort-Lamy. On a encore à nouveau un ennui de moteur. J'essaye peut-être de passer un petit peu plus vite vu l'heure qui tourne. Ensuite, on va arriver jusqu'à Coquillateville, Brazzaville. Je n'arrive plus à Léopoldville, hein, c'est le chemin classique, Louisbeau, Broken Hill, puis Kéliman et Tananarive. Est-ce qu'on arrive? Voilà, nous voilà à Tananarive, pas tout à fait. Il manque un petit bout pour arriver jusqu'à Tananarive. On a l'impression qu'il s'est perdu en mer. Donc, il faudra que je fasse quelque chose. Ah non, d'accord, j'ai compris. J'ai dû faire un mouvement qui a décalé le... Oui, c'est ça. J'ai fait un mouvement qui a décalé l'itinéraire. Donc, 12 jours et demi, c'est pas mal, mais certains ont fait mieux. Muller mentionne du courrier pour Brazzaville, transporté depuis Paris le 14 mars 31 par Goulette. Je n'en ai pas trouvé. Si quelqu'un en trouve, parce que ce sont des courriers relativement rares. Bien sûr, il y en a eu bien davantage au retour. Alors, c'est un raid qui lui aussi a été un petit peu plus compliqué.
Le 11 avril, donc, de Tananarive, on fait le chemin classique, Kéliman, Tête, Broken Hill, Elisabethville. Le 12, de Habour, escale à Brazzaville dans l'après-midi. Le 13, on part sur Coquilhatville et là, on a une très longue pente. Une canalisation d'essence s'étant rompue, mais néanmoins, la mise des deux autres moteurs à plein régime a permis d'atteindre Coquilhatville. L'avion y reste longtemps immobilisé, car la réparation sur place n'est pas possible, faute de pièces de rechange, qui seront apportées depuis Paris par le farman du capitaine Léon Chal, qui arrive à Coquilhatville le 7 mai. Pour ne rien arranger, Goulette tombe malade d'une pneumonie bactérienne. Rappelons-nous que ces poumons avaient été gazés plusieurs fois pendant la guerre de 14. Et pour éviter un retour à vide, Chal emporte du courrier qu'il ramène à Paris le 23. Réparé l'avion de Goulette, retourne le 11 mai sur Léopoldville. Donc il retourne sur Léopoldville. Et ensuite, on repart vers Bangui, Fort-Archambault, puis le lendemain, Fort-Lamy et Niamey. Le 15, au décollage de Niamey vers Gao, le pilote perd la piste saharienne et il doit revenir à Gao. Voilà la petite boucle. Il décide alors, pour ne pas tenter le diable, et comme il n'y a aucun enjeu particulier, à suivre la voie côtière, et le 17, via Bamako, ils rejoignent Saint-Louis un petit peu plus haut, Saint-Louis du Sénégal. Mais une panne de moteur les retient encore une douzaine de jours. De là, finalement, ils repartent le 29 mai pour Port-Étienne, Agadir, Tanger, puis Lisbonne, et par Cazaux, Rochefort et Tours, ils arrivent à Paris le 1er juin. Évidemment, on ne parle plus de record, ni sur l'aller, ni sur le retour. Alors, quelques courriers. Donc, la première liaison postale aérienne Brazzaville et Léopoldville, c'est donc Goulette, Marcheseau, Bourgeois. De Brazzaville pour Paris. Arrivée à Paris le 3 mai, elle est présentée sans succès à Soissons le 5. Celle-ci, c'est une lettre, c'est un faire-part de taille. De Tananarive pour le Var, affranchi à 1350, tarif classique, avec l'étiquette rouge. Autre courrier par l'avion Goulette pour Toulouse cette fois-ci, avec le tampon Réderrière Madagascar France, avril 31, avec un assortiment de timbres, mais qui font le compte à 13,50. Encore un autre courrier, toujours signé par Goulette, celui-ci pour les Pays-Bas, abrangé à 15 francs, avec la taxe de 12 francs, en raison d'un port majoré. Donc ça, c'est une lettre du deuxième transport. Et voilà donc l'arrivée à Paris, avec un accueil officiel malgré le demi-échec du raid. On voit ici
Je ne sais plus qui, ça doit être, je ne sais plus qui c'est, peut-être quelqu'un le reconnaît. Voilà Goulette, voilà Paul Reynaud, Boutillier et Salel. Quelqu'un reconnaît? Peut-être quelqu'un de chez Farman ou autre. Oui, probable que c'est quelqu'un de chez Farman. Alors, je n'ai pas retrouvé les sources, donc mais je sais que les 27 et 28 septembre 31, un raid d'éclair aurait été fait Paris-Alexandrie retour en 30 heures. Mais je ne sais plus avec qui Goulette naviguait. Je regarde si c'est pas indiqué sur le. Et je n'ai pas de document non plus. Alors, le troisième raid a été fait du 20 novembre au 7 décembre 31. Voilà Salel, voilà Goulette. Toujours associé à Salel, il prend à nouveau la route de Madagascar. Alors, depuis tous immeuble sur un Farman immatriculé AJRY, baptisé Marcel Lalouette en hommage au pilote récemment disparu. À Lyon, l'appareil embarque l'ingénieur Carole, qui est le metteur au point du moteur Lorraine, qui équipe l'avion. Et le point de départ officiel du raid est fixé à Istres, avec du courrier à bord pour Djibouti et Tananarive. Là, l'itinéraire est complètement différent puisqu'il va passer par l'Est. L'avion s'élance donc d'Istres le 23 novembre à 4 heures du matin. On passe le détroit de Bonifacio, on longe la côte tunisienne jusqu'à Sirte. Le lendemain, on suit la côte égyptienne jusqu'au Caire, puis le Nil jusqu'à Aswan. Le 25, on survole Port-Soudan, puis on atteint Djibouti en longeant la mer Rouge. Et le courrier pour Djibouti est déposé, et à Djibouti, du courrier est pris pour Madagascar. Donc, un exemple de courrier, donc là aussi, une sorte de suivi pour Goulette au gouvernement de Djibouti. C'est la dernière escale avant l'arrivée le lendemain à Tananarive. Affranchi à 5 francs, puisqu'il y a 4 francs de surtaxe aérienne pour France-Djibouti, et au verso, donc le CAD de Djibouti. En voilà une autre, mais qui là est pour de Djibouti pour Tananarive. C'est un courrier pris par Goulette lors de son passage. Elle est affranchie à 5 francs de Tam des Somalies, avec un port donc de 0,50, une taxe aérienne de 4,50 par 10 grammes, qui étaient les tarifs du 26 mai 31. Je pense qu'il y a le verso, voilà. Le verso, c'est l'arrivée à Tananarive le 27, c'est-à-dire le lendemain. C'est une enveloppe de ma collection. Je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'elle est close, mais elle est vide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des documents comme ça. Oui, dans les raids, oui, ça arrive. Dans les. Lettres toutes propres, toutes belles, mais Oui. vides. Alors, nous avons ici le docteur Bajolet de Djibouti qui écrit au pasteur mondain, un pasteur protestant, comme son titre l'indique, très très connu à Madagascar, qui a rédigé des dictionnaires français malgaches et qui était membre de l'Académie malgache, etc., qui a écrit des livres d'histoire. Donc, figure éminente de l'intelligentsia de la colonie. Le courrier a été pris par Goulette à Djibouti. Alors là, affranchi d'un Tam des Somalies à 20 francs. Alors là, c'est assez fantaisiste parce que du même docteur pour le même, enfin du même expéditeur, pas nécessairement pour le même destinataire, on a des lettres du même jour. Donc celle-ci est à 20 francs, il y en a une autre à 10 francs, une autre à 5 francs. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix.
Ça sent la complaisance. Mais ça a circulé. Alors, je reprends donc le trajet. Djibouti. Maintenant, de Djibouti, il faut se rendre à Madagascar. Donc, on le fait en faisant un court arrêt à Mogadiscio, puis on survole Mombasa. On fait escale à Dar es Salaam, et ensuite, on traverse le canal du Mozambique, cette fois-ci par le nord, ce qui est beaucoup plus long que le trajet habituel vers Kélimane. Et on arrive en terre malgache à Tananarive à 14h30 devant une foule absolument enthousiaste. 4 jours, 8 heures, ça c'est un record qui sera difficile à battre. Il est intéressant de voir que pendant longtemps, avant que du temps où les avions pour Madagascar, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, devaient faire escale pour le plein, on faisait escale à Djibouti, et c'est un trajet assez voisin que l'on suivait, au moins sur toute la partie africaine. Sachant que l'escale à Djibouti, où il fait 38 degrés à 1h du matin, est toujours pénible. Alors, une tête de zébu est peinte sur le Paperman. Voilà. Et le vol retour de Goulet et Salel est effectué à partir du 2 décembre. Alors, on a à nouveau l'arrivée et on va passer au retour. Avant, quelques courriers qui étaient de France qui étaient de Madagascar, pardon, pour la France. Donc là, c'est un interprète du gouvernement général qui écrit au ministère, posté le 1er décembre, 12. Elle arrive à destination le 7 par l'avion de Goulet et Salel via Djibouti. 13,50 amortissement normal, affranchissement normal. La lettre est fermée et cachetée au verso. Là, c'est une lettre, comme on la voit beaucoup, là, du capitaine Goulet de Tananarive pour Paris. Affranchissement à 13,50. Au recto Tananarive et au verso, l'arrivée à Soissons, le 8. Elle est cachée Paris de la veille. Alors, le retour, désolé, mais on repasse encore par l'aller. Voilà, le retour, à peu près le même, c'est-à-dire on survole le Cap Saint-André qui est ici pour aller vers... Ah, non, mon tracé n'est pas bon. Normalement, on passe ici au Cap Saint-André, puis l'île de Mozambique et Dar es Salaam. Donc, je corrige le trajet. Après révision, il reçoit le soir même à 23h30 pour atteindre Mogadiscio. Mais le lendemain, malgré des vents contraires très forts sur la route de Mombasa, il est ravitaillé à Mogadiscio avec l'aide d'Italiens et il redécolle à 7h30, mais de nouveau vent contraire retarde l'atterrissage à Djibouti. Djibouti, on va faire le trajet inverse, mais il va encore y avoir un petit problème. Donc, du courrier est embarqué pour la France, dont on va voir un échantillon. Donc, voilà un courrier de Djibouti pour la France. Il y a un cachet spécial qui a été fait à l'occasion. Premier service avion, France-Madagascar, aller-retour via Djibouti. Affranchissement à 5 francs.
puisqu'on vient de Djibouti. Arrivé à Paris, gare du Nord, le 7. Entre courrier du 3 décembre 31, affranchi à 6 francs parce qu'il est recommandé. Le précédent ne l'était pas. Vignette spéciale par avion Djibouti France au lieu d'un tampon. Et au verso, CAD de Djibouti et de Paris puis Toulouse. Un troisième exemple, parce que lui, il a quelque chose de particulier. Alors lui, il a à la fois le tampon et la vignette. Il est recommandé. Il est affranchi à 6 francs 20 au lieu de 6 francs. Ça aurait dû être normalement 1 franc de port, 1 franc de recommandation et 4 francs sur taxe aérienne. Donc, je vous ai montré ça parce que l'affranchissement est en excès. Sinon, et puis là, vous avez la double mention. Arrivé donc à Marquelais dans le Doubs. Quoi d'autre? Oui, c'est qu'en remontant sur, voilà, j'ai encore assez vite, en remontant le 4 décembre, on survole Massoua puis Port-Soudan. On se pose à Assouan vers 14 h en ravitail et après un bref repos, on repart la nuit à 23 h 30. Un fort vent de face ralentit l'équipage qui, alors qu'il survole les pyramides et qui sont en cours d'essence, pousse jusqu'à Apollonia, où ils se restaurent et refont le plein d'essence pour repartir au plus vite. Mais la ville de Sirte est hors d'atteinte et ils s'arrêtent donc à Belrazi, où ils croisent René Lefebvre, qui tente avec un Montgoussin, venu de France, de rejoindre Madagascar. Il réussira d'ailleurs. En grande partie parce que son avion est arrivé à Madagascar depuis le Mozambique en pièces détachées sur un bateau. La pluie les empêche de repartir avant le lendemain matin. Ils survolent alors Sirte, puis Tripoli, et se posent à Tunis le 6 décembre à 14 h. Goulette fiévreux d'ocalité, les pilotes ne repartent que le lendemain au petit matin. C'est alors la traversée de la Méditerranée, ils survolent Cagliari et Ajaccio, Toulon, Marseille et Lyon-Bron à 14 h. La météo étant favorable, ils repartent pour le Bourget, qui touche le 7 décembre à 15 h 30. Donc un peu retardé par rapport à l'aller, le retour a été néanmoins parcouru en 5 jours, 9 h 45, donc tout de même exceptionnel. En gros, sur ces 3 raids sur Madagascar, l'allée du premier raid a été mouvementée. Mais le retour a été désastreux, puisque l'avion, qui d'ailleurs a été donné au Touareg qui avait retrouvé les pilotes à titre de... Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait après. Désastreux du plan aéronautique, mais fantastique du point philatélique. Ah oui, oui, oui. Là, je parle effectivement pour la performance aérienne. Pour le second raid, dont l'itinéraire était très voisin, l'aller c'était sans histoire, mais le retour garanti par une longue panne, comme on l'a vu, à Coquilladeville en particulier. Voilà. Et le troisième raid, qui a été établi par la route de l'Est africain, a été un franc succès, aussi bien à l'aller qu'au retour, malgré quelques petits ennuis, avec un record à la clé. Alors, il se trouve que du 17 au 28 avril 32, Goulette a pulvérisé le record établi par Jim Mollison entre Paris et le Cap avec Salem comme pilote. J'ai retrouvé un pic sur Delcamp, donc peut-être que
ça appartient à quelqu'un maintenant. C'était un raid Paris-Libreville-Le Cap. Et là, c'est un courrier de Libreville vers Paris qui a pris l'avion de Goulette lors du retour. Voilà donc. Donc finalement, même avec des retours plus délicats que les vols allés, Goulette aura nettement amélioré ses performances vers Madagascar d'une tentative à l'autre. Voilà. Le Farman-Lorraine a démontré ses qualités, qui ont déjà été vantées. Et ayant ouvert une route nouvelle par l'Est et n'ayant plus rien à prouver, Goulette ne reviendra plus à Madagascar. Il faut dire que malheureusement, il ne lui restera pas longtemps non plus à vivre. Alors, pourquoi j'ai mis l'Alouette avec 2 ailes? Parce que sur l'avion de Goulette, il y a 2 ailes. Et j'ai pensé que Goulette savait comment orthographier le nom de son valeureux pilote. Non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Et puis la signature en plus qu'on a vue, ça, je pense que effectivement, je vais pouvoir corriger partout. J'aurais mis qu'un seul L. Et alors, sur l'avion se trouvent les raids victorieux, Paris-Madagascar, Bourbon, Paris-Téhéran, Athènes, Corne, Paris, Paris-Saigon, Hanoï, Paris-Le Caire-Rome, le Bourget du Boutitana, le Bourget des Brunes, Cape Town. Oui, ça résume toute sa carrière de raid. Voilà, toute sa carrière est sur son avion. Alors, un mot pour terminer. Le paquebot qui est entré d'Indochine, Georges Philippard, a pris feu dans la nuit du 16 au 17 mai 32 et il a coulé au large d'Aden. 49 passagers ont péri, dont le célèbre journaliste Arbel Londres, qui avait, semble-t-il, rédigé un rapport explosif mettant en cause des États, notamment la Chine et la Russie, dans de sordides trafics en Extrême-Orient. Et il serait, à bord du bateau, confié aux époux Languillard. Contrairement à d'autres pilotes qui avaient été sollicités et qui se sont dégonflés, Goulette a accepté de participer aux recherches et de ramener les époux rescapés. Mais au retour de Brindisi, le 25 mai 32, l'avion s'est écrasé avec ses passagers au-dessus des Apennins. Alors à l'époque, on a beaucoup glosé accident ou sabotage. On était en 1932, on était au-dessus de l'Italie de Mussolini. Il y avait eu l'affaire Albert Londres. En fait, malgré la polémique, il paraît avéré que le naufrage de Georges Philippard était réellement accidentel, parce que ce bateau avait eu déjà plusieurs fois, et même depuis son lancement, des problèmes électriques. Il y avait déjà des fake news à l'époque. Voilà, tout à fait. Donc, le naufrage de Georges Philippard semble accidentel et le sinistre de Goulette vraisemblablement aussi. Voilà sa pierre tombale à Charmes, sa ville de naissance. Et il faut savoir que Air Austral, qui est une compagnie réunionnaise, avait baptisé Marcel Goulette un de ses Boeing 777, mais il l'a revendu en 2019. Alors certains disent que Goulette avait convaincu le président du Conseil, Paul Reynaud, de la nécessité de fabriquer des avions de chasse en série, comme on le faisait pour les automobiles. Paul Reynaud lui-même l'avait convaincu de se présenter comme député des Vosges, et peut-être qu'on aurait eu des avions si Goulette n'était pas mort dans les années 30. Je vous remercie de votre écoute. Nous te remercions pour avoir préparé cette superbe présentation et fait cette conférence. Hein. Donc, on peut t'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Un respect très très bien. Nickel. Bravo, bravo. Donc, Oui. comme je n'ai pas oublié là, je vais arrêter par contre maintenant l'enregistrement et je la mettrai en ligne.